Avant d'être adopté par la France, Marcello Mastroianni l'a d'abord rêvé. Né le 28 septembre 1924 dans le petit village de Fontana-Liri, dans la région du Latium, il passe une enfance marquée par l'ombre du fascisme, la précarité économique, mais aussi l'effervescence culturelle italienne d'après-guerre. C'est dans ce contexte que le jeune Marcello, curieux de tout, découvre la littérature, le théâtre, le cinéma et la langue française. Il l'apprend d'abord à l'école, puis seul, en s'aidant de dictionnaires et de journaux, fasciné par cette langue qu'il trouve à la fois rigoureuse et musicale. C'est à travers elle qu'il entre dans l'univers de Balzac, de Stendhal, de Camus et de Sartre. Il n'a pas encore 20 ans, mais déjà la France exerce sur lui un pouvoir magnétique. Dans ses souvenirs, il évoquera toujours avec tendresse les premières images de Paris vues dans des magazines ou dans les actualités cinématographiques. Les bouquinistes le long de la Seine, les couples enlacés sur les bancs publics, les femmes en tailleur Chanel qui fumaient des cigarettes longues et surtout cette atmosphère de liberté intellectuelle. Mastroianni, très jeune, ressent que la France est un pays où l'on pense haut et fort, où la parole a du poids, où la culture irrigue le quotidien. L'Italie, à cette époque, est encore muselée, en convalescence idéologique après Mussolini. La France, elle, lui semble incarner une forme d'avant-garde libératrice. Sa première visite à Paris remonte au début des années 1950. Il n'est pas encore une star, mais déjà un jeune acteur remarqué dans les cercles romains. Il foule le sol français avec la curiosité émerveillée d'un homme qui pénètre dans un monde idéalisé. Il se rend au quartier latin, passe des heures à la cinémathèque, découvre les œuvres de Renoir, Clouzot et surtout Marcel Carné, dont le film « Les enfants du paradis » le bouleverse profondément. Il déambule aussi dans les allées du jardin du Luxembourg, prend des cafés rue Mouffetard, fréquente les librairies et s'essaie à parler français dans un accent encore hésitant. Ce séjour est pour lui une révélation. Il confiera plus tard dans une interview: à Paris, j'ai eu l'impression que l'art respirait à chaque coin de rue. La France ne tarde pas à le remarquer. Sa beauté discrète, son regard doux et profond, sa prestance sans arrogance intriguent les réalisateurs de l'Hexagone. Dans un paysage cinématographique français alors en pleine ébullition, les cinéastes cherchent de nouveaux visages capables d'incarner la complexité de l'homme moderne. Mastroianni, avec son charme nonchalant et son intelligence de jeu, semble fait pour ça. Jules Dassin sera l'un des premiers à lui offrir un rôle marquant dans La Loi, 1959, tourné en grande partie dans le sud de la France. Le film marque un tournant. L'acteur entre de plain-pied dans le regard du public français. Ce n'est plus seulement un comédien italien à succès, c'est une présence familière, une voix que les spectateurs français commencent à reconnaître et à apprécier. Ce tournage est aussi l'occasion pour Mastroianni de découvrir un autre visage de la France, celui de la Méditerranée. Il tombe amoureux des paysages de Provence, de l'accent chantant des habitants, de la lumière des fins de journée. Il dira un jour dans un sourire « Le sud de la France me rappelle l'Italie, mais sans le chaos ». Une forme d'équilibre qu'il recherchera toute sa vie. Dans les années 1960, alors que sa carrière explose en Italie grâce à la Dolce Vita, 8,5 ou Divorce à l'italienne, Mastroianni choisit de maintenir un lien actif avec la France. Il n'y vient pas seulement pour tourner, mais aussi pour vivre. Il s'installe souvent dans des hôtels parisiens, fréquente les cafés littéraires, participe aux débats culturels. Il se lie d'amitié avec des figures majeures du monde artistique français. Yves Montand, Simone Signoret, Jeanne Moreau, mais aussi des écrivains et intellectuels comme Marguerite Duras ou François Truffaut. Ces échanges nourrissent sa réflexion, sa sensibilité d'acteur, son engagement artistique. Dans le paysage culturel français, Mastroianni devient vite une figure à part. Il n'est pas l'italien de passage ou l'amant latin de service. Il est un acteur européen, un citoyen du cinéma, un homme capable de naviguer entre les cultures sans jamais se perdre. Il s'exprime souvent en français lors de ses interviews avec un accent charmant mais un vocabulaire riche. Il aime débattre de politique, de littérature, de philosophie. Et les Français adoraient cela. Ils voient en lui un alter ego méditerranéen, un artiste sincère, humble et cultivé. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'impact de sa pudeur. Là où d'autres stars italiennes se laissent aller à l'exubérance ou au cabotinage, Mastroianni cultive la discrétion. Il n'aime pas parler de lui, fuit les polémiques, refuse les étiquettes. Il se contente d'être présent, de jouer avec justesse, de se mettre au service des histoires. Cette posture, très française dans l'âme, lui attire une affection durable, presque fraternelle. Ainsi, dès les premiers pas de sa carrière, la relation entre Marcello Mastroianni et la France se construit sur une base solide. L'admiration mutuelle, le respect de l'intelligence, le goût du doute et de la nuance. Une relation rare, fidèle, qui survivra aux modes, aux décennies et même à sa propre disparition. Dans les années 1960 et 1070, Marcello Mastroianni devient l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma mondial.
Mais derrière cette reconnaissance internationale, un fait demeure fondamental. La France ne se contente pas de l'admirer, elle le transforme. Elle lui offre des rôles qu'il ne trouve pas ailleurs, lui propose de casser son image, de s'aventurer dans l'absurde, l'intime, le grotesque parfois, des territoires où peu d'acteurs osent s'aventurer une fois devenus célèbres. Mastroianni, lui, ose. Et c'est peut-être en cela que sa relation avec la France devient si particulière. L'une des premières véritables ruptures avec son image de latin lover se fait avec La Grande Bouffe, 1673, œuvre franco-italienne signée Marco Ferreri. Le film présenté à Cannes déclenche un scandale. On y voit 4 amis, dont Mastroianni, se réunir dans une maison pour se livrer à une orgie culinaire autodestructrice. Une critique crue de la société de consommation et du vide existentiel des classes bourgeoises. Mastroianni y incarne son propre double, un réalisateur célèbre, et se laisse aller à la déchéance avec une ambiguïté fascinante. Ce n'est plus l'homme séduisant, mais l'homme las, qui se regarde dans le miroir et choisit la fuite dans l'excès. Le public français, choqué mais captivé, découvre un acteur capable de se mettre en danger pour servir une œuvre corrosive. Dans le même registre de déconstruction de soi, l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, 1973, de Jacques Demy, marque un autre virage audacieux. Mastroianni y interprète un homme enceint. Oui, littéralement. Dans cette satire burlesque, il devient l'incarnation d'une société en mutation, où les rôles sont inversés, où la masculinité est remise en question. Loin de se moquer, Mastroianni joue son personnage avec un sérieux désarmant, presque tendre. Il ne cherche pas à provoquer, mais à questionner. Ce film, souvent incompris à sa sortie, est aujourd'hui redécouvert comme un bijou féministe avant l'heure. Et Mastroianni y apparaît comme un pionnier dans l'art de jouer contre les attentes. Mais le cinéma français ne l'utilise pas seulement pour ses talents de subversion. Il y trouve aussi des rôles d'une grande humanité. Dans Les choses de la vie, 1970, de Claude Sautet, il est pressenti pour jouer le rôle principal, finalement attribué à Michel Piccoli. Même si le film lui échappe, son influence sur le scénario, les thèmes du doute, de l'échec amoureux, de la solitude dans la cinquantaine, reste perceptible. Sautet lui proposera plus tard d'autres projets, que Mastroianni étudiera avec attention. Ils partageront une même vision du cinéma, celle d'un art qui explore les failles intimes. Autre rencontre marquante, celle avec Bertrand Blier qui lui offre un rôle dans La femme de mon pote, 1983. Là encore, Mastroianni joue un personnage à la fois pathétique et touchant, pris dans un triangle amoureux absurde. Il y retrouve un humour typiquement français, à la fois cruel et tendre, et s'y fond avec une aisance remarquable. Le public est surpris de voir l'icône italienne donner la réplique à Coluche dans une comédie de mœurs aussi corrosive. Et pourtant, cela fonctionne. Parce que Mastroianni sait tout jouer. Il est ce comédien rare capable de rendre crédible l'invraisemblable. Il enchaîne ensuite les tournages en France ou en coproduction franco-italienne, Clair de femme, 1979 de Costa Gavras, avec Romy Schneider, Les yeux noirs, 1987, adapté de Tchekhov, ou encore Prêt-à-porter, 1994, de Robert Altman, tourné en partie à Paris avec un casting international. À chaque fois, Mastroianni impose sa marque, une mélancolie sans lourdeur, une légèreté qui frôle la gravité, une façon unique de rendre visible l'invisible. Ce qui frappe les critiques français, c'est la densité de son jeu. Il n'est jamais dans la démonstration, il agit par silence, par regard, par geste retenu. Il fait de l'ellipse une force dramatique. Là où d'autres surjouent, lui sous-joue, mais avec une telle intensité que l'on en sort bouleversé. C'est pourquoi les grands journaux culturels français comme Télérama, Positif ou les Cahiers du cinéma le considèrent comme un acteur modèle, un maître de la nuance. Mais ce n'est pas qu'une question de technique. En France, Mastroianni est perçu comme un acteur intellectuel, à l'image des Alain Delon ou Michel Piccoli. Il donne des interviews profondes dans un français souvent impeccable, où il parle de littérature, de politique, de société. Il cite Camus, aime Sartre, admire Simone de Beauvoir. Il refuse les rôles de pur divertissement. Il veut que chaque film ait un sens qui l'interroge, qui le dérange parfois. Et cette exigence, les réalisateurs français la respectent. Ainsi, de film en film, Marcello Mastroianni devient bien plus qu'un simple acteur invité en France. Il s'impose comme une figure du cinéma d'auteur européen, capable d'unir les traditions narratives italiennes et françaises, de passer du drame au burlesque, de l'opéra félinien au minimalisme parisien. Son visage, devenu familier sur les écrans français, est aussi celui d'un cinéma exigeant, libre, ouvert aux questions de son temps. Mastroianni n'a pas seulement joué en France. Il y a trouvé un miroir où expérimenter, se réinventer, se libérer. Et en retour, la France a trouvé en lui l'un de ses plus grands interprètes, venu d'ailleurs mais tellement proche dans l'âme. Derrière le regard brumeux, la voix grave et le port d'épaule las d'un Marcello Mastroianni, il y avait une sensibilité extrême,
Une manière unique d'écouter, d'observer, de s'adresser aux femmes sans jamais chercher à les dominer ni à les séduire par la force. En France, cette posture a tout de suite plu. Car si le cinéma hexagonal est connu pour ses héroïnes fortes, complexes et indomptables, Mastroianni semblait être l'un des rares hommes à les regarder sans vouloir les réduire. Cela explique sans doute pourquoi tant de femmes françaises, à l'écran comme dans la vie, ont été profondément marquées par lui. Parmi elles, Catherine Deneuve, bien sûr. Leur rencontre en 1971 sur le tournage d'un film qui ne verra jamais le jour est foudroyante. Deux icônes, deux silences, deux beautés froides et pourtant une chaleur immédiate. Ils tombent amoureux mais à leur manière, discrètement, sans scandale, sans une seule une de la presse people de l'époque. Leur relation durera plusieurs années avec des allers-retours entre Rome et Paris, entre le mystère et la complicité. Mastroianni, déjà marié depuis longtemps à Flora Carabella, vit cette passion avec pudeur et respect. Il ne divorce pas mais ne cache rien non plus. Il aime simplement. En 1972, naît Chiara Mastroianni, l'enfant de cet amour franco-italien, fruit d'un lien d'exception entre deux figures majeures du cinéma européen. Catherine et Marcello ne vivent pas sous le même toit, n'écrivent pas de grands récits conjugals mais entretiennent une relation d'une rare intensité. Lui tout en retenue, admiratif. Elle libre, indépendante, insaisissable. Cette relation d'abord intime devient au fil du temps une sorte de symbole. En France, on voit dans ce couple un rêve d'Europe unie par l'art, la beauté, la liberté de ton. Deux visages qui, ensemble, composent une forme de classicisme moderne. Leurs collaborations à l'écran ne seront pas nombreuses, mais elles sont symboliques. Dans Les 101 nuits de Simon Cinéma d'Agnès Varda, 1995, on les voit réunis comme deux fantômes du passé du cinéma, deux mythes, regardant l'histoire avec douceur. Leur alchimie est intacte, nourrie d'années de silence complice. Ce film, l'un des derniers de Mastroianni, est comme un testament visuel de ce qu'ils ont représenté ensemble. La beauté du non-dit, la force de l'amour discret. Mais Catherine Deneuve n'a pas été la seule femme française à tisser un lien profond avec l'acteur. Il avait une amitié solide avec Jeanne Moreau, qu'il qualifiait de « sœur spirituelle ». Ils partagèrent le goût du théâtre, des textes exigeants, des personnages en demi-teinte. Ensemble, ils ont longuement conversé sur leur métier, sur la solitude des artistes, sur le vieillissement dans un monde obsédé par la jeunesse. Ils n'ont jamais tourné ensemble dans un film majeur, mais leurs échanges hors caméra sont restés dans les mémoires de leurs proches comme des moments d'une rare intensité intellectuelle. Il y eut aussi Annie Dupré, Fanny Ardant, Nathalie Baye, toutes admiratives de l'homme autant que de l'acteur. Mastroianni n'était pas un flambeur. Il ne collectionnait pas les conquêtes. Il s'inscrivait dans une autre temporalité, celle où l'on prenait le temps d'écouter, de douter, de désirer, sans posséder. Les femmes qu'il rencontrait, actrices, journalistes, écrivaines, se disaient le frapper par son regard. Un regard doux, mais jamais passif. Présent, mais jamais intrusif. Il savait se faire oublier tout en marquant profondément. À l'écran, cette posture se ressentait également. Dans ses films tournés en France, Mastroianni incarne souvent des hommes en retrait, abîmés, amoureux maladroits, compagnons hésitants. Il n'est pas le mâle dominant, mais le partenaire émotionnel. Dans Clair de femme, 1779, il joue un veuf errant dans Paris, croisant une femme en détresse, Romy Schneider. Leur dialogue nocturne devient une leçon de cinéma. Deux douleurs qui se reconnaissent, s'accompagnent, s'acceptent. Ici, encore une fois, Mastroianni capte quelque chose d'essentiellement français. L'importance de la parole, du silence entre les mots, du geste non spectaculaire. Il faut dire que la France, à cette époque, redéfinit le rapport homme-femme dans le cinéma. Les personnages féminins ne sont plus des faire-valoir, mais des centres d'intérêt, des sources d'inspiration, parfois même les moteurs de l'action. Et Marcello s'intègre parfaitement à cette révolution. Il ne cherche pas à briller plus que ses partenaires féminines, au contraire, il les met en valeur par son écoute, par sa délicatesse, par une forme d'abandon volontaire. Il n'est pas là pour conquérir, mais pour comprendre. En cela, il diffère des autres stars masculines de son époque. Là où certains s'enferment dans leur image virile, Mastroianni s'ouvre à la fragilité, à la mélancolie, à l'inconstance du cœur. Les critiques féminines de l'époque, notamment dans Marie-Claire ou Elle, le remarquent de très vite. Il devient une sorte d'homme idéal, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est faillible. Et cette humanité, dans le cinéma français, est une qualité rare et précieuse. Même après sa mort, son nom reste lié à ces figures féminines. Catherine Deneuve, bien qu'ayant poursuivi sa vie, n'a jamais renié leur histoire. Elle évoque Marcello avec tendresse, souvent avec pudeur, mais toujours avec respect. Chiara, leur fille, devenue une actrice talentueuse, incarne aujourd'hui cette jonction entre les deux cultures. Elle travaille majoritairement en France, mais porte en elle l'héritage italien. Elle a d'ailleurs déclaré « Mon père ne m'a pas transmis des recettes, il m'a transmis une façon d'être au monde ».
Entre Marcello Mastroianni et les femmes françaises, il n'y a jamais eu de grands éclats ni de passions tapageuses. Mais il y a eu un lien durable, profond, sincère. Et c'est sans doute ce qui a le plus touché la France. Cette capacité à aimer sans bruit, à écouter sans juger, à être présent sans envahir. Si Marcello Mastroianni a marqué de son empreinte les écrans français, il a aussi laissé une trace profonde dans les lieux sacrés du cinéma hexagonal. Festivals, cérémonies, rétrospectives et hommages en tout genre. En France, il ne fut pas seulement un acteur étranger célébré ponctuellement. Il fut, durant plus de 30 ans, une figure récurrente, une présence attendue, une silhouette familière du paysage cinématographique national. Le Festival de Cannes fut sans conteste le théâtre privilégié de cette relation. Mastroianni y fait sa première grande apparition en 1960 avec la Dolce Vita de Federico Fellini qui reçoit la Palme d'Or. Dans ce film devenu légendaire, son personnage de Marcello Rubini, journaliste perdu dans les nuits romaines, fascine immédiatement les cinéphiles français. Cannes tombe amoureux de cet homme en costume noir, dont le regard perdu traduit à lui seul les contradictions de l'Occident moderne. Le public français voit en lui un acteur capable de faire résonner les blessures existentielles d'une génération tout en conservant un magnétisme presque félin. Après ce coup d'éclat, Marcello devient un habitué du tapis rouge cannois. Il y revient presque chaque décennie, non pas comme une star en représentation, mais comme un artiste en dialogue avec le monde. Il présente des œuvres exigeantes, La Grande Bouffe, 7073, scandaleuse mais saluée pour sa profondeur satirique, Les Yeux Noirs, 8487, qui lui vaut un prix d'interprétation au Festival de Moscou, mais aussi une ovation à Cannes. Prêt-à-porter de Robert Altman, 1994, où il joue avec autodérision sur sa propre image de sex symbol fatigué. Mais c'est en 1987 que son lien avec Cannes se scelle définitivement. Cette année-là, il est membre du jury. Sous la présidence de Yves Montand, son ami de longue date, pendant plusieurs jours, les deux hommes débattent, analysent, défendent leur coup de cœur. Mastroianni impressionne par sa culture cinématographique, sa capacité à saisir les nuances, à valoriser les films venus d'horizons éloignés. Pour beaucoup, sa présence au sein du jury incarne une forme de pont entre les cinémas européens. Il n'est plus simplement l'ambassadeur du cinéma italien, il est devenu un acteur du dialogue culturel européen à part entière. En dehors de Cannes, la Cinémathèque française rend régulièrement hommage à son œuvre. Dès les années 1980, plusieurs cycles lui sont consacrés, mêlant ses classiques italiens aux œuvres tournées en France. Ces rétrospectives attirent un public nombreux, varié, mêlant étudiants en cinéma, critiques chevronnés, mais aussi anonymes émus. À chaque projection, l'émotion est palpable. La voix douce, les regards en coin, la démarche nonchalante de Marcello ravivent chez les spectateurs un sentiment rare, celui d'avoir vu passer la beauté du monde capturée sans artifice. Autre lieu de reconnaissance majeur, le Festival Lumière de Lyon, dédié à l'histoire du cinéma, lui rend un hommage posthume en 2014 lors d'une édition centrée sur les grands couples du 7e art. Catherine Deneuve y prend la parole, évoquant leur histoire, leur complicité à l'écran comme dans la vie. Elle ne cherche pas à enjoliver les souvenirs. Elle parle de lui comme d'un homme fragile, fuyant, parfois, mais toujours sincère. Dans la salle, le silence est total. L'hommage dépasse alors le cadre du festival. C'est toute la France qui semble faire le deuil d'un artiste essentiel. En 1993, Marcello reçoit le César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il monte sur scène dans un silence religieux. Son discours en français est simple, bouleversant. « Merci à ce pays qui m'a permis d'être plus qu'un acteur. Merci de m'avoir donné la liberté de douter, d'essayer, de rater parfois. » La salle se lève. Les larmes sont visibles chez plusieurs invités. Ce moment, capté par les caméras de l'époque, devient emblématique. On y voit un homme aimé, respecté, presque vénéré. Pas pour sa gloire, mais pour sa cohérence intime, pour avoir toujours préféré l'art au paraître. La France l'aimait aussi parce qu'il savait se rendre accessible. Il participait régulièrement à des émissions télévisées comme Apostrophe ou Bouillon de culture, parlant littérature, théâtre, politique, sans détour ni posture. Il riait facilement, s'interrompait souvent, cherchait ses mots en français, refusait toute forme de prétention. Et le public français adorait cela. Dans un monde de plus en plus calibré, Mastroianni apparaissait comme un homme libre, parfois brouillon, mais profondément humain. Sa mort, en décembre 1996, provoque une onde de choc. En Italie, bien sûr, où les funérailles sont nationales, mais aussi en France, où de nombreux hommages sont organisés spontanément. Le Festival de Cannes lui dédie une minute de silence lors de l'édition suivante. Les chaînes publiques bouleversent leur programme pour diffuser ses plus grands films. Le Monde, Libération, Télérama et Les Inrecuptibles lui consacrent des dossiers entiers. Dans la presse,
On ne parle pas d'une disparition, mais d'un manque profond, d'un vide délicat laissé par un homme qu'on n'avait jamais réellement enfermé dans une case. La ville de Paris, en 2004, baptise un petit square discret du 6e arrondissement, Jardin Marcello Mastroianni, près du quartier où il aimait séjourner. Ce geste symbolique dit tout, la France ne l'a jamais considéré comme un étranger. Elle l'a reconnu comme l'un de ses enfants adoptifs, un frère d'âme, un acteur de ses rêves. 25 ans après sa disparition, Marcello Mastroianni continue d'occuper une place privilégiée dans la mémoire culturelle française. Rarement un acteur étranger aura été autant adopté, intégré, célébré dans un pays qui, par tradition, reste parfois frileux face aux figures non nationales. Pourtant, dans le cas de Mastroianni, l'adhésion fut instinctive, durable, presque affective. Car au-delà de son jeu d'acteur, ce sont ses silences, son regard, son intelligence douce et sa modestie désarmante qui ont profondément marqué la France. Aujourd'hui encore, son nom est cité aux côtés des plus grandes figures du 7e art. Il ne se limite pas à l'Italie. En France, il est enseigné dans les écoles de cinéma, analysé dans les facultés de lettres, projeté dans les cinémathèques et souvent évoqué dans les tribunes d'intellectuels. Sa filmographie traverse les décennies sans prendre une ride parce qu'elle touche à l'essentiel. La solitude, le doute, l'amour, le vieillissement, le désenchantement, des thèmes universels que Mastroianni savait incarner sans jamais les figer dans une caricature. Sa posture d'acteur européen avant l'heure a fait de lui un précurseur. À une époque où les frontières culturelles restaient encore cloisonnées, il a circulé librement entre les langues, les styles, les traditions cinématographiques. Il passait de Fellini à Sautet, de Ferreri à Varda, d'Antonioni à Blier, avec une aisance étonnante. Ce positionnement fluide, transfrontalier, correspond aujourd'hui à ce que de nombreux jeunes artistes rêvent d'incarner. Une identité artistique sans barrière, ouverte, curieuse, traversée par les cultures. Son héritage est également généalogique, au travers de sa fille Chiara Mastroianni, actrice de premier plan en France. En elle, la presse et le public ont retrouvé des traits familiers. Le regard grave de Marcello, sa voix un peu voilée, sa capacité à exprimer l'ambivalence des sentiments. Mais Chiara n'a jamais cherché à capitaliser sur son nom. Elle a construit une œuvre indépendante, exigeante, mais toujours ancrée dans cette double filiation, italienne et française. Elle est à elle seule le prolongement vivant du lien affectif entre son père et la France. Plus largement, Marcello est devenu un symbole dans l'inconscient collectif français, celui d'un homme qui ose la tendresse, qui incarne la masculinité non violente, introspective, élégante. Dans un monde saturé d'images bruyantes et de performances outrancières, le souvenir de son jeu minimaliste, presque pudique, agit comme un baume. Il est de ces visages qui apaisent, de ces présences qui rassurent. Beaucoup de Français, même ceux qui n'ont jamais vu un de ses films en salle, associent son nom à quelque chose de noble, de doux, de rassurant. Ce pouvoir d'évocation se manifeste aussi dans les arts visuels. De nombreux cinéastes contemporains, de Christophe Honoré à François Ozon, reconnaissent l'influence de Mastroianni sur leurs personnages masculins. Des affiches de films à la typographie inspirée des années 60, des références esthétiques dans des clips ou des campagnes publicitaires, on retrouve par petites touches son style. Lunettes noires, costume sombre, sourire en coin, nonchalance assumée. Il est une icône qui continue d'infuser l'imaginaire. L'univers littéraire français n'est pas en reste. Plusieurs écrivains ont glissé son nom dans leurs romans. Il est tantôt un souvenir d'adolescence, tantôt une métaphore du père absent ou de l'amant rêvé. Annie Ernaux, dans ses carnets intimes, évoque le trouble qu'il lui causait. Philippe Besson, dans un passage de Arrête avec tes mensonges, évoque une scène de 8,5 comme un moment fondateur. Cette présence littéraire est discrète mais significative. Elle prouve que Marcello Mastroianni n'était pas seulement un acteur, mais un mythe affectif. En 2024, à l'occasion du centenaire de sa naissance, la France rend un hommage national à cet Italien de cœur. La Cinémathèque française organise une grande rétrospective de son œuvre, accompagnée de conférences, de lectures et de concerts inspirés de ses films. Des dizaines de salles à travers le pays rediffusent La Dolce Vita, Les Yeux Noirs, Prêt-à-porter, ou encore Clair de femme, les médias publient des dossiers spéciaux. Les réseaux sociaux s'emplissent de témoignages. Un hashtag devient viral. Della Marcello pour toujours, ce mouvement spontané prouve que le lien n'a pas été rompu. Il a même, avec le temps, pris une profondeur nouvelle. Il faut dire que Mastroianni n'a jamais trahi la France. Il n'a jamais renié ses liens, jamais oublié ses rencontres, jamais cédé à la facilité. Jusqu'à la fin de sa vie, il est revenu à Paris comme on revient à une terre d'adoption. Dans ses dernières interviews, il parlait de la France avec gratitude. Il disait « C'est un pays qui m'a toujours respecté, même quand je doutais de moi ». Cette phrase résume tout. Marcello Mastroianni n'était pas seulement un acteur aimé,
Il était un homme reconnu dans sa complexité, dans sa beauté intérieure, dans ses contradictions. Il est devenu, pour la France, une figure tutélaire, un compagnon de route artistique et humain. Il continue de vivre dans les cœurs, dans les films, dans les rues de Paris qu'il aimait tant, dans les silences habités des salles obscures où son regard flotte encore. Merci d'avoir pris le temps de redécouvrir avec nous le lien exceptionnel entre Marcello Mastroianni et la France. À travers ses rôles, ses amours, ses silences et son élégance, il a su marquer à jamais le cœur du public français. Si son regard continue de nous émouvoir, c'est parce qu'il incarne une époque, une sensibilité, une manière rare d'être au monde. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos souvenirs ou votre film préféré de Marcello. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains portraits consacrés aux grandes figures du cinéma, de la chanson et de la culture. Merci pour votre fidélité et restez à l'écoute. D'autres histoires inoubliables arrivent très bientôt.